Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, le président Ange Razouel a reçu au Palais Diavelou les Inkwai U-18, catégorie féminine et masculine. Chaque joueur a reçu une prime de remerciement pour leur performance lors de la compétition Afro-Basket U-18. Par la même occasion, le président de la République a promis la mise en place d'une académie nationale de sport. Anzara Zonarvel, c'est Tchandjanassi. Le président de la République a reçu ce jour à Yavelou les équipes de basket filles et garçons composant la Kwai qui ont participé à l'Afro-Basket U-18 qui s'est déroulé du 4 au 14 août dernier à Madagascar. En guise de remerciement et d'encouragement pour leur performance, le président Ange Razouel n'a offert une prime mensuelle à chaque joueur à partir du mois de septembre. Cela en vue de la préparation des joueurs de l'équipe masculine à la Coupe du monde de basket en 2023 et des Jeux des îles 2023 pour l'équipe féminine. Par ailleurs, le numéro 1 Malagasy a également promis la mise en place d'une académie nationale des sports aux normes internationales. Cette dernière accueillera et hébergera les athlètes lors de leur regroupement, que ce soit en vue d'un événement sportif ou d'un simple entraînement. En politique, une élection transparente et bien organisée, tel est l'objectif pour le parti TGV. Ce dernier qui œuvre dans ce sens avec les institutions en charge d'élections. Le TGV appelle donc les jeunes de 18 ans à procéder à la confection d'actes de naissance et de cartes d'identité nationale pour pouvoir être inscrits dans la liste électorale à l'occasion de la refonte actuelle. Fitimir Koufen sur les images de Yves Janel. Madagascar procède actuellement à la refonte de la liste électorale dans le cadre de la préparation des élections. Une élection transparente, bien organisée, tel est l'objectif du parti TGV, une élection acceptée par tous, étant donné que Madagascar est un pays démocratique. Le TGV est déjà en pleine préparation pour cette échéance électorale, d'où la tenue de la formation de leadership pour les présidents de départements des 119 districts. Le TGV, avec toutes les parties prenantes, appelle les jeunes âgés de 18 ans à procéder à la réalisation d'actes de naissance et de cartes d'identité nationale pour pouvoir s'inscrire au sein de la liste électorale, puis à prendre leurs responsabilités dans la tenue de l'élection, du vote au suivi et contrôle, dans l'optique d'une élection transparente. Cette formation se poursuivra demain à Kadkelilaf pour les présidents de département au niveau du parti TGV. Dans les actualités sociales, les élus et le gouverneur de la région d'Anjouï ont confirmé que ce gouvernement actuel a amélioré la situation dans le sud. Ils sont convaincus que le plan émergence ou PEM, initié par le président Ange Razouel, apportera des bénéfices tangibles pour la région sud. Djeran Jamar, Asnar Falzanar. En plus des différents projets qui touchent les divers ministères, le reboisement dans la partie sud de Madagascar est la première et durable solution pour le développement de cette région, a déclaré le gouverneur de l'Anjouï, le docteur Souza Laimar. Par ailleurs, le projet Titre Vert, la réhabilitation de la RN13 reliant Mbuvumbe-Tolagnar et la construction de diverses infrastructures font partie des réalisations de ce gouvernement dans la région d'Anjouï. Mais le reboisement devrait être multiplié dans cette région, a-t-il soutenu. Des solutions pérennes concernant la culture de riz sur 200 hectares se trouvant dans les communes qui produisent ont également été trouvées. Le député élu à Mbuvumbe espère que l'approvisionnement en eau à partir de la rivière Ifao commencera bientôt pour irriguer la région d'Anjouï. La gestion de ce projet a déjà un partenaire et l'avis d'appel d'offres pour la réalisation sera bientôt publié. Au cours des 2 dernières années, la situation dans le sud de Madagascar s'est améliorée, mais beaucoup reste à faire pour un meilleur développement de cette localité. Toujours dans les actualités sociales, le ministère des Travaux publics est actuellement en train de procéder à la réfection des routes à Ransar dans le district de Yakour, des dégradations laissées par les 2 derniers cyclones. Mirvoula Tsferan pour plus de détails.
La route RNT 16 reliant la commune de Ramsar à nord et le district de Yakour est actuellement en cours de réhabilitation grâce à la collaboration entre le ministère des Travaux publics et la région Urumbé à travers l'utilisation de gros engins pour la construction routière provenant du président de la République. Des travaux urgents sont en cours pour réparer les dégradations laissées par les 2 derniers cyclones. Par ailleurs, dans peu de temps, ce pont situé à Beadab sera opérationnel. Il a été réhabilité en béton armé. L'achèvement de cette route de Ramsar à Yakour soulagera la population locale. Le gouverneur d'Urumbé a annoncé que les routes et communes d'accès difficile dans la région bénéficieront également de réhabilitation. Et puis, environ 1300 voitures sont attendues à Antirabé lors du 10e édition du JMJ qui se tiendra la semaine prochaine. Ces véhicules devraient effectuer une visite technique avant le départ. Selon le directeur général des transports auprès du ministère des Transports, les véhicules qui travaillent habituellement sur cet axe de la Nationale 7 seront privilégiés. On fait le point avec Fanjesena Mireille et Yves Janel. 18 diocèses répartis sur toute l'île ont déjà fait parvenir le nombre de véhicules pour le transport des pèlerins à Tirabé pour assister au JMJ. Environ 1300 véhicules devraient arriver dans la ville d'Eau la semaine prochaine. Dans l'objectif de prévenir les accidents, les conducteurs qui transportent des passagers ont reçu comme instruction de respecter les codes de la route et ne peuvent pas voyager la nuit. Environ 30 000 jeunes sont attendus à Antirabé la semaine prochaine. Des visites techniques seront faites sur les véhicules avant leur départ, car selon les explications, les accidents sont souvent causés par des anomalies techniques. Par ailleurs, à partir de ce vendredi, il y aura des activités de sensibilisation et d'éducation pour les conducteurs afin de prévenir les accidents. La consommation d'alcool au volant sera également contrôlée. Diplomatie à présent, lors de la première conférence internationale sur la promotion de la formation professionnelle et technique à Tianjin en Chine, l'ambassadeur malgache, le docteur Jean-Louis Robinson, a proposé d'ouvrir un atelier Luban, un mécanisme de formation chinois pour l'agriculture dans la périphérie d'Antananarivo. Ce centre contribuera au développement économique du pays. Les détails. La première édition de l'atelier Luban à Madagascar, fruit de la collaboration entre la Chine et Madagascar, a été officiellement ouverte en février 2022. Selon l'ambassadeur de Madagascar en Chine, le docteur Jean-Louis Robinson, le centre de formation Luban est la garantie pour le développement social et économique, notamment pour le développement des conditions de vie de la population. La Chine soutient pleinement l'amélioration de la qualité et de la formation professionnelle et l'échange ou la coopération avec d'autres pays dans ce domaine. L'objectif étant la promotion de la formation professionnelle et technique après l'épidémie de Covid-19. L'ambassadeur de Madagascar en Chine a représenté notre pays à cette réunion et a suggéré qu'une reconnaissance internationale soit accordée à la formation technique et professionnelle. Il a été approuvé par le PDG de la Banque de Chine, Liu Lianke, qui est prêt à fournir 10 millions de renminbi comme contribution initiale et a utilisé 1 milliard de renminbi pour la promotion de la formation professionnelle dans le domaine du développement de l'architecture électronique. Dans la page culturelle, la langue et la culture malgache perdent de la valeur actuellement à cause d'une trop grande inclinaison vers la culture étrangère. Une solution doit être trouvée pour redonner son importance à la littérature malgache, raison de l'existence d'un laboratoire de littérature à l'ENS Ampeflou et de la tenue d'un colloque international sur la littérature malgache. Fanjesena Mireille, Yves Janel. Les créations littéraires, c'est-à-dire les œuvres de création, qu'elles soient écrites ou orales, doivent être classées dans la catégorie de littérature et doivent être traduites dans le domaine de la recherche et de la transmission des savoirs. La littérature éduque, transmet des connaissances, mais aujourd'hui, elle est en train de perdre sa place, déplore une chercheuse enseignante. La mise en place du laboratoire de littérature à l'ENS Ampeflou redonnera son importance à la littérature malgache. Il y aura également une conférence internationale sur la littérature malgache qui se tiendra demain et après-demain à l'ENS Ampeflou.
Dans les actualités internationales, les législatives en Angola qui décideront du prochain président s'annoncent les plus serrées de l'histoire du pays. Le parti au pouvoir du chef de l'État sortant est défié par une opposition qui promet des réformes socio-économiques et qui pourrait réexaminer les relations étroites entretenues jusqu'ici avec la Russie. France 24. Pour l'opposition et une partie de la société civile angolaise, le risque de fraude électorale est bien réel. Pour la première fois cette année, le calcul des résultats sera centralisé au niveau de la Commission nationale électorale, la CNE, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune compilation des résultats au niveau municipal et provincial. Autre sujet d'inquiétude, le fichier électoral. Plusieurs organisations de la société civile ont dénoncé la présence sur ce fichier de 2 millions d'électeurs décédés. Pour garantir un processus plus transparent, Moudey, une association citoyenne angolaise, a mis en place une plateforme pour récolter et diffuser les résultats de chaque bureau de vote en temps réel. Notre base de données sera alimentée par les personnes qui vont aller de bureau de vote en bureau de vote et elles seront nombreuses dans tout le pays pour prendre des photos, j'espère nettes, du procès verbal de chaque bureau de vote. Et ces procès-verbaux seront ensuite compilés au niveau central et publiés sur une plateforme qui sera disponible dès que les premiers résultats commenceront à arriver sur notre page jikuangola.org. Le principal parti d'opposition, l'UNITA, a de son côté appelé les électeurs à rester à proximité des bureaux de vote après avoir glissé leur bulletin dans l'urne. Une démarche critiquée par la Commission nationale électorale qui assure que toutes les conditions sont réunies pour garantir la transparence du scrutin. Les lois régissant le processus électoral en Angola sont suffisamment solides en termes de garantie pour que le processus électoral se déroule à l'abri de tels soupçons. Cela inclut l'existence de listes d'émargement, ainsi que la présence de représentants des différentes parties dans les bureaux de vote, qui sont en réalité des agents de contrôle au service des partis politiques. Selon la CNE, 1300 observateurs nationaux et internationaux seront déployés à travers le pays. Les bureaux de vote seront ouverts de 7h à 17h, heure locale. L'Ukraine célèbre le 31e anniversaire de son indépendance vis-à-vis de l'URSS ce mercredi, jour qui marque aussi les 6 mois de l'invasion russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis une réponse ferme à d'éventuelles attaques russes. France 24. Sur la ligne de front au nord de Kharkiv, un char ukrainien caché dans une forêt. Nous filmons, mais cette position doit rester secrète. Ces soldats sont des tankistes. Dans leurs mains, les projectiles à destination des ennemis russes. Après 6 mois de guerre, le jeune commandant reconnaît que malgré leurs efforts, le front se fige. Pas d'avancée, pas de recul. La guerre d'usure s'installe. On utilise des drones pour débusquer les positions des Russes. Quand elles sont repérées, on sort nos chars, on se rapproche, on cherche une position abritée et on tire. Voici donc le quotidien de ces tankistes. Pas d'attaque de grande envergure, mais un harcèlement de l'ennemi. Le commandant a 29 ans, ce soldat sous ses ordres en a 21. Départ ce matin pour aller cibler une station radar russe à moins de 5 km. Que Dieu vous protège, dit le commandant. Le jeune soldat de 21 ans est en route vers sa cible. Il y a 6 mois, avant la guerre, il conduisait un tracteur dans la ferme de ses parents. Le voici ce matin lors de l'attaque. Il se filme pour publier ses images sur les réseaux sociaux. Il sourit après avoir tiré, mais au retour, il raconte ses peurs. À chaque fois que je vais au combat, je me demande si je vais mourir. Je sais que c'est la vraie guerre, j'en ai conscience. Je peux très bien ne pas revenir. Long silence et émotion d'un jeune homme qui envoie systématiquement un SMS à ses parents avant de combattre. Sur cette deuxième position, d'autres tankistes, tout aussi jeunes, 22 et 23 ans. Déjà commandants de leur unité, ils dirigent des soldats beaucoup plus âgés qu'eux. Mais là aussi, derrière les réels exploits militaires,
les failles. Moi, j'avais 5 bons amis soldats de mon âge. Et aujourd'hui, seulement 2 sont encore vivants. Je n'arrive pas à le croire. Je ne peux pas vous expliquer cette émotion que je ressens avec tout ça. Je vous assure que je ne pense plus à ma vie, mais à celle de mon équipe. Je me dis, est-ce que je donne les bons ordres? Est-ce que je les commande bien? Est-ce que je saurais les protéger? Stupéfiante responsabilité à seulement 22 ans. En 6 mois de guerre, 9000 soldats ukrainiens sont morts au combat, selon les autorités militaires du pays. Au plus fort des combats en juin, l'armée ukrainienne perdait jusqu'à 250 soldats par jour. Aujourd'hui, les pertes sont moins importantes, 20 à 30 hommes par jour. Cela s'explique aussi par le fait que ces fronts sont désormais figés. La centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe, a été conquise en mars par l'armée russe après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février. Proche du front, ses abords ont été plusieurs fois bombardés ces dernières semaines, faisant craindre des catastrophes nucléaires. France 24. Des toits effondrés, des murs éventrés. Voilà tout ce qu'il reste des maisons de ces habitants de Nikopol. La nuit précédente, ils ont été bombardés à 3 reprises par les Russes. Leur ville est à seulement 10 km de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, alors certains craignent une catastrophe encore plus grave. Nous mourrons tous si une catastrophe nucléaire se produit. Pas seulement nous ici en Ukraine, mais le monde entier, c'est très grave. Mon mari a acheté cet appartement parce qu'il voulait laisser quelque chose à ses enfants. Il est mort et il n'a rien laissé à ses enfants. La centrale de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe, est occupée depuis mars par l'armée russe. Mais ce sont toujours des techniciens ukrainiens qui la font fonctionner. Située près de la ligne de front, les environs de la centrale ont été plusieurs fois bombardés ces dernières semaines. Moscou et Kiev se renvoient la responsabilité de ces attaques. De quoi susciter l'inquiétude face au risque d'une catastrophe nucléaire. Les Nations Unies ont exhorté la Russie et l'Ukraine à fournir un accès sécurisé et immédiat aux inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Un accord est nécessaire de toute urgence pour établir Zaporizhzhia en tant qu'infrastructure purement civile et pour assurer la sécurité de la zone. Nous devons être clairs sur le fait que tout dommage potentiel à la centrale ou à toute autre installation nucléaire en Ukraine conduisant à un éventuel accident nucléaire aurait des conséquences catastrophiques non seulement pour le voisinage immédiat, mais pour la région et au-delà. Pour l'heure, la mission de l'AIEA n'a toujours pas pu être programmée. En parallèle, Moscou discute avec Paris de la possibilité d'une visite par des inspecteurs indépendants. Ainsi se termine cette édition. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Restez avec nous tout de suite après la quotidienne de F5. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.